Donc, je vais commencer avec une intégrale, un exercice très simple. Imaginons que j'ai cette intégrale. Et on va faire n grand. Donc, comme vous savez, ça c'est une gaussienne, mais c'est aussi très piqué. Vous la voyez, bon, parce que n est très grand. Et cela veut dire que si je veux utiliser ça comme distribution et j'ai une fonction f de x qui, elle ne dépend pas de n, qu'elle est smooth, alors en fait, si j'intègre, j'utilise ça comme poids et j'intègre, je vais obtenir avec une bonne approximation quand n est grand, f de 0. Donc, ça, c'est normal, n'est-ce pas? Donc, maintenant, imaginons que je fais la même chose, mais maintenant, je décide d'ajouter à ça un facteur oscillant. Et donc, je fais donc la h, je la modifie. Donc, j'ai ajouté une oscillation ici à la fonction. Ça, c'est un exercice très simple, mais vous allez voir qu'elle contient énormément de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avant de calculer ça, ce n'est pas difficile, mais avant de calculer ça, essayons de voir si on peut dire en mots ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est ce que Bernard avait appelé tout à l'heure des interférences. Vous avez, oui, cette fonction est très piquée, elle a une largeur 1 sur racine de n, mais ici j'ai des oscillations qui ont 1 sur n, donc il y en a plein de ces oscillations. Et en plus, vous voyez qu'il va y avoir un cycle positif, et puis il va y avoir un cycle négatif qui va défaire à peu près, ou presque tout, ce que le cycle positif a fait. Et donc, quand je regarde, c'était bien vrai que cette fonction était super piquée, mais toutes ces oscillations font et défont l'intégrale, avec une cancellation presque parfaite. OK? Et si ça ne vous gêne pas, je préfère, si jamais vous avez des questions, de les faire à fur et à mesure. Et alors, bon, vous savez calculer ça, bien sûr, vous écrivez ça comme en demi. Et maintenant, évidemment, ça c'est une gaussienne. Et ce que vous obtenez, c'est quelque chose genre oh, pardon, j'ai une A que j'aurais dû mettre. Juste un paramètre. Alors, vous voyez que ce que je vous disais, c'est bien vrai, cette intégrale donne 1, alors que l'intégrale, quand je l'ai fait toutes les oscillations, elle est super déprimée, elle devient exponentiellement petite en n. Donc, il y a eu une cancellation presque parfaite,
Et tous ces cycles qu'on sommet et sauterait nous donnent un résultat qui n'est pas zéro, mais que c'est extrêmement petit. Alors, OK. Une autre façon de faire la même chose, qui est parfois très utile, c'est de voir que quand j'ai complété les carrés ici, pour faire la gaussienne, j'avais une intégrale sur x, et en fait, je peux penser, étant donné que ça c'est x moins ia au carré plus a carré, moins a carré, pardon, quand je complète les carrés, c'est comme ça que j'ai obtenu ça. Vous voyez que si je passe par cette ligne-là, il ne va pas avoir d'oscillation. Donc, deux choses. Cette intégrale-là, qui était très piquée, une fois que je l'évalue contre une fonction qui oscille beaucoup, déjà, son résultat est super déprimé, dû à des cancellations très, très précises. Super déprimé, ça veut dire la valeur de l'intégrale est exponentiellement petite par rapport à celle que j'avais sans les oscillations. Et en plus, si je veux que les oscillations s'en aillent, ça suffit d'aller dans le plan complexe et chercher une ligne d'intégration intelligente, qui sera une ligne de phase constante. Ces deux éléments, vous allez voir, elles sont un peu partout dans ce que je vais dire. OK. Et en plus, et ça c'est intéressant, très intéressant pour nous, c'est que si avec cette nouvelle fonction h, j'évalue, est-ce que ça se voit aussi bas que ça? Si j'évalue, bon, avec la totale, pardon, contre une f de x, bon, en général, qu'est-ce que je peux dire? Bon, en général, je ne sais pas, il faut qu'on me dise ce que f vaut, mais une façon de le faire, c'est d'aller à ce problème-là. Si f, je sais la prolonger analytiquement, je vais aller dans cette droite-là, et je vais prolonger analytiquement L, et donc la valeur va être unique et correspondre à ce point de colle qui est le maximum d'une fonction sans oscillation. Par contre, si je me borne à cette intégrale-là, j'ai un problème parce que je vais faire mon sampling de ma fonction f d'une façon très compliquée, en additionnant et soustrayant des petites choses qui se cancellent presque parfaitement. D'accord? Donc, deux éléments. Un, c'est la dépression très grande de l'intégrale elle-même. Deux, c'est que le sampling d'une fonction qui est super piquée, parce que regardez que l'enveloppe est très étroite, quand même, dû aux oscillations, il y a beaucoup de choses qui contribuent. Troisième chose, c'est si je suis intelligent et je sais passer au plan complexe et faire une intégrale dans le plan complexe, il a toutes les chances que je peux me débarrasser de ces oscillations désagréables. OK, maintenant ajoutons un autre élément. On va définir la H oscillant corrompue. C'est la H oscillant, mais de X, celle que, mais corrompue par une fonction bruiteuse que, pour ne pas scandaliser les mathématiciens, je ne vais pas dire que c'est du bruit blanc, mais c'est presque bruit blanc. Okay? Donc, une fonction presque décorrélée. Alors, vous voyez qu'il va se passer quelque chose, et epsilon, on va le tenir petit. Alors, vous voyez qu'il va se passer quelque chose de vraiment compliqué ici, parce qu'on avait dit qu'il y avait une énorme dépression
de cette intégrale, mais une fois que j'ai le moindre bruit, ces cancellations hyper précises qui ont déprimé exponentiellement une fonction, maintenant vont disparaître ou être très troublées. Et comment est-ce que je montre ça? Mais vous voyez qu'intuitivement, c'est tout à fait évident. Donc, comment est-ce que je montre ça? Bon, je le montre par exemple, on va prendre les moyennes par rapport à cette fonction, qui est la fonction bruitée, et vous voyez que l'intégrale des h corrompus, la moyenne de ça, c'est 0, et donc ça donne l'intégrale des h oscillant, et ça donne le valeur très déprimée, mais il n'y a pas de problème. Par contre, laissez-moi calculer l'intégrale de h au carré. Pardon. Oui, de h module carré corrompu. Donc, il faut que je développe ça, donc je vais avoir l'intégrale de h carré oscillant. Et puis, il va y avoir un double produit. Pardon. Et maintenant, je vais prendre la moyenne, mais vous voyez ce qui va se passer. Les moyennes 1 fois 1 va donner l'intégrale simplement au carré. Les produits linéaires en état vont disparaître parce que leur moyenne est 0. Et finalement, ça va donner et c'est de ça que je vais prendre la moyenne. Et comme j'ai dit que le bruit était presque blanc, ça va être essentiellement une delta. Et ce que je vais obtenir pour cette deuxième intégrale, c'est la delta a bouffé une des deux intégrales. Alors, regardez ce qui se passe. C'est un peu évident, mais ça, c'est l'intégrale super déprimée au carré, super déprimée par les oscillations. Cette intégrale-là n'est pas déprimée du tout, les oscillations sont au carré. Et donc, on s'attend à L, on l'a déjà dit, c'est n a carré sur 2, très très petit, mais L est très pareil à l'intégrale sans les oscillations. Non, parce que je les ai fait au carré. Autrement dit, ces facteurs-là, je m'attends à que ça soit d'ordre 1. Donc, très vite, epsilon carré fois 1 est en compétition avec e puissance moins n à carré. C'est-à-dire que ça suffit d'un epsilon tout petit, pour complètement que ce terme-là domine. Donc, le carré que j'ai obtenu, ce n'est pas le carré de mon truc sans bruit, il est complètement noué devant ce que les oscillations ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on disait, non? Le problème était que cette intégrale a donné les valeurs qu'il a données sans bruit, avec des cancellations très précises qu'on vient de gâcher. OK? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le cycle positif n'est pas tout à fait cancellé par le cycle négatif, et ça suffit de très très peu pour faire de façon telle que ça domine.
finalement, si je regarde combien ça donne intégrer ce truc en utilisant ça comme une fonction de poids pour un truc comme ça, mais avec la fonction corrompue, vous pouvez faire le même calcul. Avec ça, vous allez trouver la même chose que tout à l'heure, mais cette deuxième contribution va vous dire qu'en fait, un de ces cycles les plus grands va nécessairement dominer dans le poids où j'évalue la F. Mais avec quel signe? Parce que c'est la cancellation que je viens de gâcher, mais je ne sais pas dans quel sens je viens de la cacher. C'était au hasard. Donc, ce que je vais trouver si je utilise cette fonction de poids pour calculer, ça va être quelque chose qui va ressembler beaucoup à f des zéros, avec un signe ici que Dieu sait ce qu'ils peuvent être. Parce que c'est le résultat de qui a gagné une compétition qui était aléatoire d'ailleurs. Et remarquez que la différence, ça c'est évalué en zéro, mais avec un signe aléatoire, et le calcul avec le prolongement analytique n'est pas pertinent du tout. Le bruit a détruit la possibilité de faire proprement un prolongement analytique. Pourquoi? Parce que les prolongements analytiques, ce qu'ils font pour vous, c'est justement de sommer toutes les interférences. Mais si vous les gâchez avec du bruit, ça se perd. OK. Donc, ce paradigme est le paradigme de tous les deux autres choses que je vais dire tout à l'heure. OK? Très bien. Donc, revenons maintenant au modèle REM que vous avez vu tout à l'heure. Comme vous avez vu, le REM, c'est 2 à la n niveau, 2 puissance n niveau. On va parfois utiliser un m avec lequel on va jouer un tout petit peu. Et ils sont pris au hasard avec une mesure gaussienne ça, c'est l'énergie totale. Et il y a une constante ici. Et on me dit que je dois, avec ça, computer la fonction des partitions comme ça. Alors, ce qui se passe, vous l'avez vu, mais je répète parce que ça fait du bien, si je compute en termes de la densité d'énergie et je fais un histogramme de mes niveaux d'énergie, ce que je vais voir, c'est qu'il y a une valeur, ça c'est le logarithme de la gaussienne, il y a le facteur 2 puissance n qui me dit combien j'en ai. À ce point-là, je n'ai plus de niveau, ça c'est moins. Quand ça devient plus petit que 1, je ne dois pas m'attendre de trouver des niveaux. Donc, à ce point-là, je typiquement ne dois m'attendre de trouver plus de niveaux. Si j'aurais fait m, au lieu de ça, j'aurais ici log m. C'est un peu plus général, je le dis parce que ça va nous être utile maintenant. Et il faut que je... Alors, ça, c'est un histogramme de mon nombre de niveaux, le logarithme du nombre de niveaux.
divisé par n. Donc, si je génère mes niveaux d'énergie, je prends le logarithme du nombre, je fais mon histogramme, je vais trouver quelque chose comme ça, mais c'était des variables aléatoires. Donc, ici, il va y avoir des fluctuations qui vont être de l'ordre de racine de n. Donc, petites par rapport à leur valeur. Parce que j'ai généré mes niveaux au hasard, j'en ai généré beaucoup. La moyenne est très bien suivie, mais il y a des petites fluctuations, petites par rapport au total. Donc, je peux penser que le n que j'ai va être les purs fois 1 plus, et ici, si ça c'était d'ordre un facteur très petit, fois une autre fonction de n, de l'énergie. Voilà. Donc n bruité, c'est le n sans bruit, l'enveloppe qui est une quadratique, moyennée, et des bruits qui est très petit. Oui. Ah, merci de me le dire. OK. Avec le bruit, c'est un n lissé plus epsilon plus quelque chose, fois n en demi. OK, vous avez généré le niveau du REM comme ça. Alors, comment est-ce qu'on calcule la fonction de partition? Bon, avec ça, on peut calculer la fonction de partition simplement en faisant ça, l'intégrale par rapport à la densité d'énergie, fois cette fonction-ci, qui, je peux l'écrire, donc, j'ai cet histogramme que je pèse avec la fonction de densité, celle-là. Et maintenant, vous voyez où je suis maintenant. Je suis exactement dans la même situation que tout à l'heure. J'ai une fonction qui a une partie lisse et une partie bruitée. Alors, tant que la température est réelle, il ne se passe rien de particulier, le bruit est petit, pas de problème, et c'est le diagramme de phase que Bernard vous a montré tout à l'heure. En termes de bêta, il y a une valeur auquel, quand vous évaluez ça par point de colle, c'est les extrêmes qui dominent. Et on utilise le mot gelé au vert. Ça veut dire qu'il n'y a pas à faire un point de colle pour des températures très hautes. Le truc est concentré ici. Après, vous avez une phase liquide. Et c'est le point où cette intégrale-là, par point de colle, vous évaluez et vous donne une valeur ici. Bleu, on voit. Hélène? Non. Bon. Et tout se passe bien. Et ça, c'est maintenant bêta réel. Maintenant, allons à bêta imaginaire, complexe. Donc, ce valeur ici va être maintenant
bêta va être complexe. Pensons par exemple directement bêta réel égale 0 pour voir ce qui se passe. Maintenant, on a cette fonction, mais maintenant, on sait une chose à partir de l'exercice précédent. C'est qu'une fois que je vais utiliser ici une bêta imaginaire, cette fonction-là va être très oscillante et elle va déprimer énormément le résultat dû aux oscillations. Autrement dit, une oscillation très rapide contre la partie smooth, il va arriver déprime de plus en plus le résultat quand la fréquence est plus grande, et donc quand la partie imaginaire de la température devient plus grande. Exactement comme dans l'exercice qu'on vient de faire. Par contre, la partie bruitée, qui est complètement au hasard, et c'est simplement les erreurs de sampling, parce que j'ai généré mes niveaux de mon histogramme avec des énergies au hasard, elle, normalement, est super petite, mais maintenant, elle est en lutte contre un terme super déprimé par les oscillations. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un certain bêta imaginaire, et maintenant, je vais vous plus ou moins dire comment ça se calcule, mais c'est exactement comme on vient de le faire tout à l'heure, il va y avoir une transition où, tout d'un coup, la moyenne de la partie lisse perd par rapport à la moyenne du bruit. Exactement de la même façon. Et souvenez-vous que quand vous prolongez analytiquement une fonction exponentielle, elle se déprime exponentiellement. Donc, même si la racine d'une exponentielle est exponentiellement plus petite que la valeur totale, et ce que Bernard a découvert quand il a fait ce calcul de cette façon, elle finit par gagner un certain point. Mais de la même exactement façon qu'ici, quand c'est le bruit qui gagne, vous avez le résultat du module. En fait, vous calculez le module et vous trouvez qu'il est plus grand, et donc que l'intégrale contre ça a un module plus grand que l'intégrale contre ça, mais vous ne savez rien du signe, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Parce que c'est des cancellations délicates, et qui décide que vous venez de gâcher avec le bruit. Ici, le bruit était complètement inévitable, parce que c'était le sampling. Et alors, qui va gagner? Bon, ça dépend de la réalisation du bruit. En gros, bon, ce que vous avez à la fin, vous l'avez vu aujourd'hui, il y a une heure, ce que vous trouvez, c'est une phase comme ça, et ici, il y a une phase dont on va parler le reste de mon séminaire. Donc, il y a le prolongement analytique de la phase frozen. Ça, c'est tout analytique. Il y a le prolongement analytique de la phase liquide, c'est symétrique. Mais ici, vous avez une phase que je pense que c'était appelée phase 3, où le signe du résultat, le résultat lui-même n'a pas d'essence. La fonction de partition n'a pas une limite bien faite, parce que ça dépend de tout le hasard de la situation, le signe, mais son module, oui. Donc, la fonction de partition est une variable aléatoire, dont le module a une limite très jolie, mais son valeur oscille comme un fou. Et je pense que Bernard, non, je suis sûr que Bernard vous a dit, il passe par 0, et vous pouvez voir que c'est une région dense dans la limite thermodynamique des zéros de Fischer, en l'occurrence, ça s'appelle zéro de Fischer, les zéros de la fonction de partition. Il n'y a pas de zéros de fonction de partition dans l'axe réel, et tout comme les zéros de Yang-Lee, Fischer a défini naturellement la même chose. Et dans son paper, Bernard
remarque que si vous calculez ça vous donne la densité des zéros. Mais vous le savez ça, parce que c'est la formule de Gauss pour la densité des charges. Okay? Quand la fonction est analytique, ici et ici, le résultat que vous obtenez, c'est 0 par les équations de Cauchy-Riemann. Ou, si vous voulez ne pas faire Cauchy-Riemann, mieux encore, vous pouvez l'écrire comme ça, c'est la même chose. Et si la fonction dépend exclusivement comme une somme d'une chose et de l'autre, ce qui se passe quand il est analytique, c'est une fonction exclusive de bêta, son conjugué de bêta conjugué, et le produit, c'est une somme, donc ça c'est 0. Donc ça c'est 0 où la fonction est analytique et vous donne la densité des zéros. Et vous comprenez très bien pourquoi la limite n'existe pas. Parce que ce que vous avez, c'est des nombres, dans ces phases, des nombres complexes dont l'angle oscille comme un fou, et vous ne savez rien dire sur lui. Et par contre, le module, c'est une quantité jolie, qui a du sens de définir. Mais ici, vous devez commencer à vous inquiéter un peu. Parce que, oui, mais laissez-moi faire une figure de cette phase-là. Vous avez des zéros partout, tels que la densité échelle joliment avec le nombre de degrés de liberté. Et maintenant, je coupe ici avec une ligne qui n'importe quelle. Il y a un problème, non? Parce que là où il y a des zéros, je viens de vous dire qu'il y a des zéros, ça veut dire qu'ici, le logarithme de z est moins l'infini. Non? Le logarithme de 0, c'est moins. Donc ici, cette fonction-là, logarithme de z, ça c'est le plan bêta, non? Complexe. Et moins l'infini. Et par contre, je suis en train de vous dire que par contre, le log du module a une limite précise. Donc c'est un peu. Vous voyez l'apparente contradiction. Alors, il y a beaucoup de façons de s'en sortir de cette contradiction. Laissez-moi vous dire, si je suis cette ligne et je plotte les modules, je vais trouver des choses comme ça. À chaque fois que je passe près d'un zéro, j'ai un spike très négatif. Bizarre, non? Parce que je viens de vous dire que cette fonction a une limite, et ici, je trouve qu'il semble qu'il ne l'a pas. Mais vous pouvez faire la mathématique ou penser comme un physicien, et vous connaissez déjà cette situation. Vous avez une plaque conductrice, vous mettez des électrons, il est clair que le potentiel électrique près d'un électron est infini, et quand même, ça ne vous empêche pas vous l'avez fait comme exercice, de définir un potentiel smooth, constant en fait, sur toute la plaque électrique, conductrice. Donc, c'est-à-dire qu'une somme des fonctions qui divergent dans des points peut vous donner une limite continue. Et vous voyez que le cas électrostatique est très éloquent. Vous voyez que c'est dû il faut quelques notions de coarse graining, de moyen-âge local, pour que cette fonction ait du sens. Autrement, et c'est vrai de toute situation électrostatique, si vous la regardez à la loupe, vous n'allez jamais trouver un truc constant. OK. Alors, deux applications de ces idées. Tout ça, vous le trouvez plus ou moins, sauf ces dernières remarques qui étaient données comme évidentes. Vous trouvez tout le reste dans l'article de Bernard Derrida de l'année 90, non? Quelque chose comme ça. OK.
Alors maintenant, pensons à un autre problème, une autre situation. On a vu que l'intégrale très simple, combien de temps j'en ai, je vais me laisser mon... Ah, ok. Pensons à un autre problème. Faisons le sampling, le problème de signes. Le problème de signes vient de... Parfois, on nous demande de calculer des fonctions de partition qui sont où l'énergie n'est pas réelle. Typiquement, ça nous vient des problèmes de la mécanique quantique, où ce que j'appelle l'énergie n'est pas l'énergie en fait, mais c'est par exemple des trajectoires et l'action sur certaines trajectoires. Le fait est qu'il y a presque tous les problèmes intéressants quantiques, à commencer par le Hubbard répulsif, ont ce problème-là, qu'on nous demande de calculer où ces énergies sont complexes. Donc on est un peu dans la situation où on est ici. Mais laissez-moi vous donner un exemple encore plus simple. Faisons un ferromagné, pardon. Champ moyen, tout le monde avec tout le monde. Et mettons que quelqu'un me demande de calculer pour un champ magnétique complexe. C'est juste un exemple joué très facile qu'on peut complètement comprendre jusqu'aux détails plus détaillés. Donc, mais ça c'est le sign problem dont on parle. Et ici, j'ai construit artificiellement un exemple du sign problem qui pâtit du sign problem juste pour vous montrer. OK, très bien. Donc, je fais mon sampling, je fais mon Monte Carlo avec des S, mais attention que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de probabilité réelle si H est complexe. Donc, la règle Monte Carlo, je ne sais pas là. Donc, il faut que je fasse quelques façons. Et donc, si je plotte mon sampling en termes de, pour chaque configuration, son aimantation moyenne, ce que je veux trouver, c'est quelque chose comme ça, pour H complexe. Pourquoi? Parce que cette fonction-là va être quelque chose du genre et puis le nombre que j'ai va être le nombre de configurations avec un combinatoire. Et bon, je dois sampler ça. Simplement, ici, j'ai fait d'abord une somme à aimantation fixe, et puis j'ai fait le sampling ici. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai cette densité-là qui est très bien, j'ai ce truc-là qui maintenant oscille parce que je veux utiliser H complexe, et j'ai le nombre de configurations dans chaque cas qui est ça, qu'on a tous fait cet exercice quelquefois, c'est l'entropie d'accord? Et maintenant, ce que je vois, c'est que je vais sommer tous ces résultats qui sont obtenus par une simulation. La seule chose que j'ai fait ici, c'est vous montrer quelle est la tête de ça si je préclassifie mes configurations en termes de leur aimantation, juste pour avoir quelque chose de facile à regarder. Mais vous voyez déjà qu'ici, il y a une enveloppe et il y a des oscillations. Et donc, j'ai encore le même phénomène. Le nombre, pardon, ici, j'ai fait n, en fait, pardon,
Ça, c'est M samples. Donc, avec mon processus de sampling, j'ai pris M de ça. Donc, un nombre très grand de configurations. Je m'excuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, à M, quelle est la vraie solution du problème d'abord? La vraie solution du problème, vous pouvez la faire analytiquement, elle est très facile. C'est en termes de H en bêta donné, mettons, peu importe, mettons grand, plutôt grand, mais pas trop grand en valeur. Vous savez qu'en termes de H, il y a une ligne de zéro ici, et cette ligne de zéro, elle est fine, mais je la fais épaisse parce que le rouge ne se voit pas, ne pince, mais pas trop l'axe réel, et ce sont les zéros de Yang-Lee cette fois, non? Qui nous disent que ça, c'est un ferromagnète. Okay? Ça, c'est la vraie solution, elle est très facile à obtenir. Vous simplement envoyez M infini, donc vous faites perfect sampling, et vous résolvez le problème. C'est très facile parce que c'est simplement le problème du champ moyen. Maintenant, si M est fini, vous trouvez encore une fois troisième version de la même histoire, exactement troisième. Vous trouvez qu'il y a une transition de phase ici, qui vient du fait, ça va dépendre de log M, donc ça va disparaître quand log M est très grand, et c'est simplement une transition où le bruit du sampling que vous faites domine exactement la même façon que dans le modèle REM, est exactement de la même façon que cette intégrale-là, le bruit domine sur le truc. Donc, vous trouvez les zéros de Yang-Lee que vous voulez, mais vous trouvez cette transition, si vous regardez dans un vieux article à moi avec Gustavo During, qui est maintenant en Chili, vous trouvez une très belle transition en tout égal, conceptuellement, à la phase 3 du REM que Bernard a calculé. Et qu'est-ce qui se passe ici? Bon, il y a plein de zéros, le module, ça va, mais surtout, souvenez-vous que quand je vous disais au tout début que quand vous faisiez une moyenne et vous avez corrompu les cancellations, vous ne trouvez plus le vrai résultat. Ce qui domine, c'est ailleurs, quand en réalité le saddle qui devrait dominer devrait être quelque part dans le plan complexe. Vous l'avez corrompu et vous vous êtes bougé jusqu'à une situation qui n'a rien à voir avec. Donc, ce que vous avez trouvé dans ce cas-là avec un sampling imparfait, et c'est exactement ce que vous avez quand vous avez une simulation, c'est une phase analytique qui est très bien, vous avez bien fait les samplings, et là vous avez, quand vous poussez les choses un peu trop loin dans la direction imaginaire, ce que vous obtenez, c'est des signes aléatoires et en valeur moyenne qui n'est pas ce que vous voulez. Donc, cette phase-là est le mauvais sampling de tout problème qui est un problème de signe, qui est un problème qui, si on savait seulement le résoudre, la vie serait complètement meilleure de ce qu'elle est en réalité. OK. Dernier exemple de la même idée. Donc, ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel problème qui a un problème de signe. Ce n'est pas privatif du modèle avec champ imaginaire. Dernier problème, c'est un REM, Random Energy Model, mais modifié, qui nous intéresse maintenant particulièrement pour le système quantique. C'est, imaginez que vous avez un système quantique et vous faites le logarithme du nombre de niveaux et vous avez quelque chose comme ça à cloche en termes de, par exemple, l'énergie. C'est les niveaux d'énergie de votre système quantique. Ça, c'est l'entropie du système quantique par unité de degré de liberté. Et maintenant, vous voyez que ça correspond à des niveaux. Il y a beaucoup de niveaux près de zéro. Après, il devient plus rare. Et après, il devient plus rare. Ça, c'est le ground state.
Et la densité de ça, c'est ça. Et vous êtes exactement dans la même situation du REM. Et on vous demande de calculer cet objet-là avec, vous allez voir, bêta complexe, mais ça c'est dû au fait des choses qui nous intéressent, je vais vous dire tout à l'heure, quand je traite un problème quantique. OK, donc vous avez ça. Et donc, est-ce que c'est le REM? Bon, la réponse est non. Parce que le REM, quand je regarde la densité des niveaux, elle est tout à fait égale. Mais quand je regarde à la loupe mon système quantique, je vois que les niveaux, au lieu d'être poissonniennement distribués, comme dans le REM, ils sont rigidement, assez rigidement distribués. Ils se repellent les uns aux autres, les niveaux. C'est ce qu'on appelle le phénomène de level repulsion. Et si vous regardez la distance entre niveaux, il y a très peu qui sont proches. Donc, au lieu d'avoir des niveaux complètement au hasard, comme a été calculé initialement, pas initialement, dans le REM, vous avez la même chose, la même densité, tout, mais le problème, c'est que les niveaux sont très corrélés entre eux et ils ne veulent pas être très proches les uns des autres. C'est presque comme un cristal, les niveaux. Alors, pour ce qui concerne le point de colle naïf, quand vous avez des températures réelles, il ne se passe pas grand-chose parce que vous n'utilisez jamais ça. Donc, si je fais le diagramme de phase de ça, maintenant je vais calculer, et après je vais vous dire pourquoi je veux calculer ça. Ça, laissez-moi, parfois, on l'appelle taux, parce que ça a des unités de temps, quand on l'écrit bien. Donc, quand je suis dans l'axe réel, le fait que les niveaux sont en répulsion ne compte pas du tout. Donc, je m'attendrai, bon, s'il y a ou pas une transition dépend beaucoup, comme vous avez vu tout à l'heure avec Bernard, des détails ici, donc je ne vais pas me... Donc, on dirait que je m'attends à un diagramme de phase comme ça. Mais, attention, cette phase-là, elle vient du bruit qu'il y a superposé ici. Mais maintenant, le bruit n'est pas ce que vous croyez qu'il est, parce que les niveaux, maintenant, au lieu d'être complètement au hasard, elles sont assez ordonnées. Elles ne veulent pas être n'importe quoi, elles se repoussent. Donc, elles sont très corrélées, et donc ce bruit-là va être super déprimé localement. Il y a du hasard dans le problème, mais c'est un hasard très, très déprimé par la répulsion des niveaux. On peut calculer cela très bien, on connaît tout, et ce qu'on déduit de ça, c'est qu'en fait, cette phase-là, la phase des zéros, va se concentrer beaucoup sur l'axe imaginaire, beaucoup plus. Donc, il va y avoir une perte de ce phase-là vers assez proche de l'axe réel. OK. Ça, c'est une chose. Ça, on l'a calculé avec Laura Foini. Et bon, ça, c'est naturel et on peut tout faire, plus ou moins. Deuxième chose, pourquoi on me demande de calculer ça? Parce que cette fonction-là, pour un bêta donné, donc, et en changeant bêta imaginaire au taux, je vais par une ligne ici. Cette fonction-là, comme ça, en fonction de bêta i, et dans la littérature, on appelle ça taux, ça me dit des choses, c'est en fait la transformée de Fourier, ou le module de la transformée de Fourier, si je prends le module, de la densité des niveaux. Et ça, c'est le test chirurgical qui vous dit comment est faite la densité des niveaux. Est-il celle d'un système chaotique ou non? Donc, les gens sont très intéressés à ça dans la mécanique quantique et très en particulier dans le monde de SYK, du modèle de fermions qui est très d'intérêt maintenant
pour les gens qui font théorie des champs. Alors, ce que vous trouvez, c'est une première partie qui n'est pas trop intéressante, après une rampe, et après un plateau. Quel est l'essence de ce plateau? Ce plateau arrive au moment où, vous voyez que quand je calcule ça avec une partie imaginaire, il y a un facteur comme ça, qui oscille avec bêta i. Quand ça devient de l'ordre de la distance typique entre deux niveaux, quelque chose doit se passer. À fréquence plus haute que ça, je suis en train de regarder entre niveaux. À fréquence à bêta i plus bas, je regarde plus globalement. Bon, ça, c'est précisément exactement ce point-là. Le fait que vous n'avez pas une rampe vous dit s'il s'agit d'un système chaotique ou non. Vous pouvez regarder ça, ça a été déjà, bon, disons, c'est dans Méta pour les matrices aléatoires, Méta, le monsieur qui était à Saclay, et la partie pour les fonctions d'onde Berry dans les années 80. Normalement, si tout était non chaotique, et donc pas de répulsion de niveau, vous trouverez quelque chose comme ça qui ressemble énormément au même calcul fait dans le cas du REM. Mais si le système quantique était chaotique, vous avez cette rampe, et ça s'appelle le plateau. Et ça, c'est une chose que quand vous l'obtenez dans un système quantique, vous êtes très content, vous dites, voilà, j'ai un système avec répulsion de niveau, ce qui est le signe que le symptôme du fait que le système était chaotique. OK. Alors, les gens ont fait ça pour des modèles quantiques avec des ordres ils s'attendaient à ce qu'ils soient, ou ils ont décidé qu'ils sont des niveaux de gravité. Ne me demandez pas, vous pouvez ça trouver dans la littérature, c'est des modèles qui sont essentiellement des verres d'espine fermioniques et quantiques, et ils ont fait ça, et ils ont des modèles qui ont du désordre. Donc, très pareil. Où ça sont des fermions, donc le système est quantique. Vous le faites exactement comme vous allez faire dans ce cours, comme dans le verre d'espine, vous moyennez sur H et sur le bruit, et bon, ça c'est du modèle. Alors, quand vous faites la rampe, vous avez deux stratégies. Si vous êtes un numéricien expérimenté, vous faites la moyenne de la rampe sur le bruit, mais si vous êtes un peu naïf, vous faites pour une seule réalisation. Si vous faites la moyenne pour toutes les réalisations, vous trouvez la rampe, vous êtes content, tout se passe parfaitement bien. Si vous, par contre, le faites pour un sample, ce que les gens ont trouvé, c'est qu'il y a du bruit, mais il y a des fluctuations, des spikes très grandes. Qu'est-ce que j'entends par très grand? Que si vous avez échelé ça pour être 1, vous avez un nombre fini de trucs qui ont une amplitude d'ordre 1. Et ça, les gens étaient très inquiets parce qu'ils disaient, ouais, mais attention, si ça c'est mon modèle qui est une métaphore de la gravité, qu'est-ce qu'ils sont ces trucs-là? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est un reflet de quoi? Bon, peut-être si vous pensez un peu, vous allez deviner tout seul de où ça vient. Donc, je suis en train de couper comme ça, et j'ai une densité des zéros. Et donc, c'est exactement la même chose que je pourrais obtenir avec le calcul du REM. Ça, c'est la ligne bêta réelle, et là, je bouge par bêta imaginaire. Comme je disais, et comme c'est dans le modèle REM complexe, la limite de ça existe, mais il y a des chances que je vais passer près d'un zéro. Et je suis en train de calculer log de z. Mais quand z passe près d'un zéro, je vais nécessairement avoir un spike. Exactement un truc qui veut être près de moins l'infini. Combien? Bon, si la
densité de ces objets est finie, je fais toute la rampe. Non, toute la rampe d'un bout à l'autre, c'est du longueur exponentielle en n. Pourquoi? Parce qu'il va de 1 jusqu'à l'espacement entre niveaux qui est exponentiellement petit. Donc, je vais une quantité exponentielle de distance dans cette ligne. Et maintenant, je vais voir avec quelle précision je passe à une certaine distance dans 0. Et pour que le spike soit visible, son logarithme doit être d'ordre n, parce que ça doit être comparable aux valeurs totales. Donc, j'ai besoin d'être exponentiellement proche d'ici, et je vais pendant un tube qui est de longueur, quelque chose aussi proportionnel à n, exponentiel. Donc, quand vous multipliez ces deux choses, vous avez le fait que c'est un nombre exponentiellement petit de near misses, mais vous avez une distance exponentiellement longue. Une chose compense l'autre, et ce que vous trouvez, c'est que le nombre de near misses qui vont vous donner un spike mesurable est fini, est d'ordre 1. Et en fait, nous avons montré que ces fluctuations, en fait, elles ont une distribution qui est une simple exponentielle qu'on a calculée, et vous voyez maintenant ce que ce spikes veut dire. Il veut dire que la fonction module, la fonction de partition n'existe pas. Le module de sa fonction existe, mais attention, il existe de la même façon que le potentiel dans un conducteur existe. Oui, c'est constant presque partout, mais si vous vous approchez trop d'une charge, ce n'est pas ce que vous croyez qu'il est. C'est exactement le même phénomène. Mais la chose, c'est que quand le REM a été résolu comme ça par Bernard, la question ne se posait pas trop, c'était plutôt évident. Ici, la question, il fallait seulement reconnaître que c'était très pareil et que c'était ce qu'on devrait s'attendre. OK, donc la seule chose que je veux ajouter à ça, c'est que je crois que cette phrase n'a pas dit son dernier mot. Il y a d'autres choses où ça serait intéressant de la regarder. Par exemple, quand vous additionnez des orbites périodiques pour faire un développement semi-classique, c'est une fonction de partition imaginaire aussi, elle, et vous pouvez vous poser la même question ou les mêmes questions, et c'est possible que penser en ces termes, un peu comme une personne de mécanique statistique plutôt qu'autre chose, je pense qu'il y a des choses qu'encore on peut apprendre sur ça. Donc, merci. 2 minutes encore.